C'est un tournant qui redessine la carte sécuritaire du continent. Les récents bombardements menés par les États-Unis sur le sol nigérian marquent une étape sans précédent dans la lutte contre les groupes armés en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de l'aspect militaire, cette intervention soulève une onde de choc diplomatique qui dépasse largement les frontières du géant nigérian. Alors que Washington justifie ses frappes par la nécessité de neutraliser des menaces transnationales, de nombreuses questions s'imposent. Jusqu'où s'étend la souveraineté nationale face à la coopération militaire étrangère? Quelles sont les conséquences réelles de ces opérations sur la stabilité du Sahel et des pays côtiers? Bombardement au Nigeria, simple appui tactique ou basculement géopolitique majeur pour la sous-région? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui nos experts habituels. Didier Noureddine Alaou est avec nous. Cher Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Didier Alaou est journaliste. Il est spécialiste en communication pour un changement de comportement social. Il dirige également la structure Africa Développement, en abrégé Africa Dev. En sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, qui devient l'homme de Bamako. Sogoyou Kegewe, bonjour son excellence. Bonjour les téléspectateurs, les auditeurs et bonjour. Comme tu m'as vendu avec l'histoire de Bamako. Oui, vous revenez fraîchement de la deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Oui, bonjour à tous les amis de Bamako. Vous étiez la star de Bamako. C'était un plaisir vraiment d'être. J'espère qu'on aura un créneau pour en parler. Bien sûr. Donc voilà, sinon tout s'est bien passé, on s'en réjouit. Merci. Nigeria, qu'est-ce qui se joue derrière les bombardements américains? C'est le thème. Et vous êtes conviés à enrichir cette émission via WhatsApp, plus 28 96 08 43 43. Vous pouvez également commenter abondamment à travers les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notamment notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci à Didier Samon pour les services de ce côté-là. Alors, quelles sont, pour démarrer, les zones spécifiques identifiées comme point d'impact majeur de ces frappes américaines sur le sol nigérian? Didier Alaou. Bon, merci Gilles. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous suivent. L'événement s'est déroulé à Sokoto, au Nigeria, dans le nord-ouest du Nigeria. Et les zones qui sont touchées, les cibles principalement, c'est les États-Unis. Ils parlent de cibles terroristes. Et selon les informations qui ont circulé, il y a essentiellement 2 cibles qui sont touchées. Et à Sokoto, nous avons des frappes qui ont touché des zones habitées comme Jabo par exemple. Nous avons aussi Boni, Tangaza, état de Sokoto. Et nous avons aussi l'état de Kaura qui est aussi un peu touché par ces frappes-là. Il faut dire que les frappes ont été menées depuis un navire qui est positionné dans le golfe de Guinée. Et les armes qui ont été utilisées, c'est la fameuse bombe Tomahawk, et accompagné aussi des tirs avec des drones téléguidés depuis une base au Ghana. Et tout ceci constitue, il faut le dire, d'entrée de jeu, une agression pure et dure, une négation totale du droit international. Le Nigeria vient donc d'être agressé et ce qui s'est passé au Nigeria dépasse, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre introduction, le cadre du Nigeria. Donc c'est une manière pour les États-Unis de se réinviter dans la lutte entre guillemets anti-terroriste qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, y compris dans la zone sahélienne. Ça, ce sont évidemment les raisons qui sont avancées. On parle d'éradiquer des mouvements religieux islamiques qui persécuteraient des chrétiens. On parle également de lutte antiterroriste. Ça, ce sont les arguments de façade. J'espère que dans cette émission, nous aurons l'occasion de voir de plus près qu'est-ce qui se joue là avec ces frappes américaines
non loin de l'AES. Il faut rappeler que l'État de Sokoto est situé tout juste à moins de 200 km du Niger, précisément de Maradi et de Koni. Et j'ai eu l'occasion moi-même de faire cette route-là plusieurs fois. Et c'est à peu près la même distance qui sépare Cotonou de Lomé. Donc vous voyez très bien que ce qui s'est passé, c'est vraiment aux portes de l'AES que ça s'est passé. Et cela mérite d'être étudié avec beaucoup d'attention et de lucidité. Et vous avez vu quelle a été la réaction du Niger. Automatiquement, le Niger... Tout à fait. Sur ces réactions, Excellence, comment les cibles sont-elles différenciées entre les infrastructures logistiques des insurgés et les zones de forte densité civile? D'abord, il y a eu des frappes. Et curieusement, jusqu'ici, on n'entend aucun bilan. Ni les Américains qui ont fait les frappes ne nous disent qui ils ont frappé. L'État du Nigeria ne dit pas qui on a frappé, s'il y a eu des victimes, qui sont ces victimes, rien. Donc déjà, ça pose un problème. Maintenant, les frappes, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des terroristes à Sokoto. Parce que depuis des années, on nous a dit que c'est dans une forêt, la forêt de Sambisa, que les terroristes sont concentrés et de là, autour du lac Tchad. Donc j'ai été surpris d'apprendre qu'il y en avait aussi à Sokoto et apparemment c'était plus urgent de frapper à Sokoto que de frapper dans la forêt de Sambisa où ils sont vraiment installés, ils sont chez eux. La forêt de Sambisa, c'est une république terroriste et personne n'y touche, ni le Nigeria, ni les États-Unis. Donc on ne sait pas qui a frappé qui. Maintenant on écoute les voix, les observateurs. Certains disent ah, ça c'est une très bonne chose, on invite l'Amérique à frapper davantage les terroristes. On ne sait pas où ils sont, si on frappe toujours du mauvais côté, parce qu'un jour on risque de frapper non seulement dans la mauvaise ville au Nigeria, mais on peut frapper dans la mauvaise ville dans un pays à côté du Nigeria, parce que tout est calculé à ces fins-là. D'autres, par contre, disent non, c'est une provocation et que les États-Unis doivent faire très attention parce qu'il y aura des ripostes. Il y a même un chef religieux, le cheikh Goumi, qui ne décolère pas, qui lui a une attitude vraiment différente de l'opinion générale. Bref, on a frappé au Nigeria. Le problème n'est pas qu'on frappe, mais qu'on nous dise pourquoi on frappe et quel est le résultat attendu. Parce que si de l'océan Atlantique, on peut frapper à Kano, ça doit faire au moins 1000 à 1500 km, hein, c'est loin. On peut faire un tel travail et tuer les terroristes, puisqu'ils bombardent pour tuer les terroristes. Si c'était aussi facile, je ne sais pas pourquoi des armées entières étaient venues occuper pratiquement de force les pays du Sahel, soi-disant qu'ils luttent contre les terroristes. Ils n'ont jamais tué une fourmi. Si vos missiles peuvent faire le travail, faites envoyer les missiles et les armées sur place vont vérifier et suivre ce qui se passe. Mais une question de fond avant d'aller plus loin. Oui. Si le Nigeria a la capacité de frapper des insurgés béninois à Cotonou, pourquoi n'ont-ils pas les moyens de frapper leurs terroristes à Sokoto plutôt que de passer la main aux Américains? Le Nigeria n'a frappé aucun insurgé béninois. C'est la France qui les a frappés. Nous tous, nous le savons. Le Nigeria n'a frappé personne. On l'a envoyé. C'est un garçon de course. Si tout de suite je dis sors me taper quelqu'un, quand on t'attrape, tu dis ah c'est Kegoué qui t'a envoyé. Donc c'est la France qui a frappé le Bénin. Des témoins auraient vu des avions nigérians survoler. Oui, l'avion nigérien. Est-ce qu'on n'a pas vu un avion nigérien bourré de technologie française en train d'espionner le Burkina Faso? C'est un avion nigérien. Pourquoi les Burkinabés étaient en colère? Parce qu'ils savent que en réalité ce n'est pas le Nigeria. Ils n'ont pas de problème avec le Nigeria. Que le Nigeria n'était que le bras armé d'une puissance maléfique qui veut tout pour elle seule et rien pour les autres tout autour de la planète. Donc, le Nigeria n'a frappé personne au Bénin. Il a endossé. Le lendemain, Tinubu s'est vanté d'avoir... pour lui, il croit qu'il a fait la démocratie. Lui-même, son pays n'a pas de démocratie. Mais il veut faire démocratie au Bénin. Donc, on laisse de côté le Bénin parce que ce qui s'est passé au Bénin est tel que le mieux, c'est qu'on n'en parle pas.
Parce que le Bénin, c'est le seul pays, quand tu veux en parler, on attend de toi que tu mentes. Et avant que ce ne soit accepté. Donc, on ne peut pas nous balader dans les mensonges parce qu'il n'y a pas de frappe nigériane au Bénin. Il y a les frappes françaises. Le fameux coup d'État, aujourd'hui, on sait très bien qui a concocté quoi. Le colonel Tigri, qu'on dit être avoir le don d'ubiquité. Il est au Togo à Lomé 2, il est au Burkina au palais de Kosiyam, il est au Niger dans le palais présidentiel. Tout ça, tout ce bordel-là. Je crois que sur une télévision sérieuse, on ne va pas revenir dans ce méli-mélo parce qu'on sait qui tire les ficelles pour faire plaisir à quelle bande de naïfs. Tu dis alors où on va questionner le cadre légal de ces frappes américaines sur le sol nigérien. Est-ce qu'il existe un accord formel, ce qu'on appelle généralement le Status of Forces Agreements, encadrant spécifiquement ces interventions aériennes sur le sol nigérien? Avant même de parler de cadre légal, vous devrez vous poser la question si les autorités nigérianes sont même au courant. Parce que vous avez entendu que c'est à 19 minutes des frappes que le gouvernement du Nigeria a été informé. Ce qui s'est passé au Nigeria... Le ministre des Affaires étrangères dit avoir discuté au moins 2 fois avant ces frappes à Sokoto. D'accord. Si le ministre du Nigeria dit qu'il a discuté au moins 2 fois, comment vous expliquez alors la réaction du gouvernement du Nigeria qui a suivi? Parce que vous avez vu quand même qu'il y a eu plusieurs versions concernant ce fait. D'abord, la zone où il y a eu les frappes, cette zone n'est pas accessible aux observateurs indépendants. La zone est complètement quadrillée. Les journalistes indépendants n'ont pas pu avoir accès à cette zone. Ça, c'est d'abord la première chose. Les appareils qui ont été utilisés. Le Nigeria, nous a-t-on appris dans le coup d'État manqué du Bénin qu'il avait des avions qui pouvaient opérer des frappes très précises. Ça, c'est le président Talon lui-même qui a dit que ce sont des avions qui ont permis de faire des frappes précises. Donc, ça veut dire que le Nigeria avait la capacité de mener ces frappes précises sur son propre territoire, mais que ça n'a pas été le cas et que c'est les États-Unis qui sont venus, à travers un navire installé dans le golfe de Guinée, mener ces frappes-là. Je pense que cette histoire est une nouvelle invention. C'est une nouvelle invention qui est bourrée de mensonges et de tromperies et de duperies politiques. Et qu'il vous souvienne que depuis que l'Alliance des États du Sahel a commencé par produire des effets positifs en matière de lutte antiterroriste, en matière de réorganisation de la zone, en matière de diversification des partenaires. Et cela a conduit le Niger à demander le démantèlement de la base 201 des États-Unis installée à Agadez. Et cette base a été démantelée sur pression des populations du Niger et donc de l'AES et sur pression également du gouvernement du Niger. Donc ça a été carrément un repli ou une perte d'influence de la présence américaine et occidentale dans l'AES. Aujourd'hui, qu'on a laissé d'abord, vous avez vu quels sont les stratagèmes que les impérialistes ont utilisés pour aller contre cette AES. Ils ont tenté de soulever les populations en vain. Ils ont tenté de mener une pression accrue terroriste sur les populations, mais les États tiennent malgré tout et avancent. Ils ont mené des politiques d'asphyxie économique sur ces pays, mais ça n'a pas également marché. Donc il faut passer à une dimension supérieure, il faut passer à une dimension nouvelle. Et vous savez que les États-Unis, un jour, c'est pour des raisons démocratiques, pour rétablir la démocratie qu'ils frappent, et la nouvelle trouvaille, c'est la lutte antiterroriste. Et vous avez vu également que de tout le temps, les bombardements américains et occidentaux dans les pays n'ont jamais apporté aucune solution. On se rappelle de ce qui s'est passé en Afghanistan. Vous avez vu comment les États-Unis ont été chassés là-bas
après une présence prolongée, soit disant pour établir la démocratie et travailler contre le terrorisme. On a vu le résultat. L'Irak est encore très frais dans les mémoires. C'est pour dire qu'en réalité, c'est des raisons qui sont totalement fallacieuses, qui ne tiennent absolument pas la route. Ce que veulent les États-Unis, en réalité, en faisant cette frappe, c'est encore pour mettre la pression sur les États de l'AES. Vous savez que le Niger, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est à 200 km du Nigeria. Oui, mais je vous laisserai démontrer cette argumentation. Oui. Le fait de voir derrière les frappes à Sokoto, l'AES. Mais je voudrais demander à son Excellence ce que pense le Nigeria de ces frappes. Le pays n'a pas contesté. On a entendu le ministre des Affaires étrangères valider ces frappes. Ça veut dire qu'elles ont eu lieu à la demande du Nigeria. Mais soyons sérieux. Si c'est à la demande du Nigeria, ce que le ministre des Affaires étrangères même a dit est grave. Parce que ce n'est pas les ministres des Affaires étrangères qui décident de la guerre. Dans ça, on n'a jamais parlé du ministre de la Défense. On n'a jamais parlé du chef d'état-major. On n'a jamais parlé des militaires. Ni du chef de l'État lui-même. Ni du chef de l'État lui-même. Le ministre des Affaires étrangères décide de quoi? Il sait quoi de la guerre? Il sait quoi des bateaux qui sont dans le golfe de Guinée? Il sait quoi des missiles Tomahawk qui doivent être envoyés? Il sait quoi? Mais soyez sérieux, tout le monde sait que c'est du n'importe quoi. Une telle frappe aurait requis aussi la validation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce qu'au Nigeria, d'ailleurs pas seulement au Nigeria, en général en Afrique, est-ce qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, est-ce qu'ils sont là pour qu'on demande leur avis? Tu décides, tu leur dis d'avaliser, ils avalisent. Quand on a frappé le Bénin, ce n'est pas le lendemain qu'on leur a demandé, ils ont dit oui, nous on est d'accord. Mais au moins c'est sur pas la ça. forme. Pourquoi oui, ici aussi pour la forme, pour la forme, l'Amérique frappe. Et après, l'Assemblée nationale va valider, le Sénat va valider. On connaît le circuit, ce n'est pas nouveau. Parce que si le gouvernement nigérian était vraiment associé à l'affaire, si le gouvernement nigérian devait dire à l'Assemblée de voter, de décider ou au Sénat d'apprécier, mais on n'aurait jamais frappé parce qu'on dit qu'il y a parmi... il faut faire attention, au Nigeria, le problème c'est quoi? C'est que de hauts responsables, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des États, de la fédération, au niveau disons, des armées, il y en a qui sont de connivence avec les terroristes. Donc si on va à l'Assemblée, on dit on veut bombarder, mais il y a à l'Assemblée certainement quelqu'un qui s'entend avec les terroristes, il va les avertir. Donc je crois que pour ces raisons, il faut une certaine discrétion, on a frappé. Ok, on est d'accord, parce que si on leur dit, ils vont s'éparpiller. C'est pourquoi j'ai dit, mais finalement, on a frappé qui? Il n'y a pas de bilan. On ne nous dit rien. On a frappé qui? Au Bénin, on sait à peu près qui est mort. Même si on ne l'annonce pas. Parce que c'est le maître qui a décidé. Quand le maître décide, les valets meurent, on ne doit pas en parler. Ce n'est pas important. Oui, mais à l'origine de cette frappe, il faut se souvenir quand même des déclarations de Donald Trump qui estime utile d'aller tuer des, entre guillemets, musulmans qui martyrisent les chrétiens. Bon, c'est ce qui a circulé sur la toile. Comment jugez-vous même cet argument pour aller frapper ailleurs? Est-ce que les États-Unis sont un État religieux pour aller défendre des chrétiens dans un autre pays, des chrétiens exténués par les musulmans? Est-ce que ce n'est pas excessivement grave, cette prise de position? C'est du banditisme et de la voyoucratie d'État. Les chrétiens du Nigeria ne sont pas sous l'autorité de Donald Trump ni des États-Unis. Il y a un gouvernement au Nigeria. Et si cette question relève spécialement et exclusivement du gouvernement de Tinubu, ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump n'est pas le maître du monde. Il n'a pas à aller intervenir dans tel ou tel pays parce qu'il suppose qu'il y a telle ou telle chose. Bientôt, ce sont les élections à mi-mandat aux États-Unis. Et Donald Trump, à travers cet enfumage, il compte convaincre son électorat, qui essentiellement est chrétien, qu'il est en train de voler au secours des chrétiens qui seraient persécutés en Afrique et précisément au Nigeria.
C'est des arguments de campagne. Vous savez que c'est classique. Ils sont comme ça, elles sont comme ça, ces grandes puissances-là. C'est-à-dire que l'Afrique est un théâtre pour eux. Quand il y a élection chez eux, ils cherchent à mener des actions en Afrique et dans d'autres côtés, d'autres continents, pour se faire passer pour le bon leader. Et puis Tinubu, lui aussi, en début 2027, ce sera les élections présidentielles. Donc lui aussi, il cherche à tirer avantage de cette histoire. Mais la réalité, c'est que ou Tinubu est complice de cette agression de son propre pays, ou alors il est pris en otage aussi. Ou alors il ne contrôle absolument rien du tout. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, Donald Trump, ce qu'il est en train de faire, ça n'a absolument rien à voir avec les chrétiens, l'intérêt des chrétiens au Nigeria. Mais pourquoi tente-t-il d'argumenter, Excellence? En Ukraine, des populations sont bombardées. Les Gazaouis sont exterminés. En Somalie, on tue. En RDC, l'histoire des chrétiens à protéger est une farce. C'est des histoires. Pourquoi c'est une farce? Alors nous parlons, n'eût été la Chine et la Russie, Trump serait en train de bombarder le Venezuela. Le Venezuela est un pays chrétien. Dis-moi pourquoi il est bombardé. Parce qu'il dit que le pétrole du Venezuela lui appartient à lui, Trump. Maintenant, il y a le pétrole au Nigeria. Le pétrole aussi du Nigeria, si celui du Venezuela lui appartient, pourquoi celui du Nigeria ne lui appartiendrait pas? Parce qu'il faut faire attention, Trump a dit que quand il va finir de régler la guerre de l'Ukraine, il va régler le problème du Biafra parce qu'il estime que les élites du Nord commettent trop d'injustices sur les habitants du Biafra. Il a dit, hein, ce n'est pas une supposition, il a dit. Donc, c'est ça qu'il a commencé. Il faut bien qu'il coupe la partie du pétrole parce qu'il doit se presser de faire, dès qu'il a vu que Macron peut donner des ordres à Tinubu qui exécute, étant donné que dans les années, la guerre du Biafra, c'est la France qui avait organisé pour s'approprier, pour voler le pétrole du Biafra. Trump s'est dit, mais si Macron revient dans le jeu, il donne des ordres à Tinubu, qui les exécute comme un aveugle, mais moi aussi je me mets dans le jeu, mais je frappe plus grand pour prouver que la France n'est rien devant moi. Sinon, s'il faut protéger les chrétiens, est-ce que tu sais que dans tout le Moyen-Orient, l'Irak était le pays où il y avait une minorité chrétienne à l'aise, heureuse. Mais on a frappé qui? Saddam Hussein. Qui les protégeait? C'était Saddam Hussein. Mais est-ce qu'on n'a jamais fait preuve de pitié envers Saddam Hussein? Non. L'Ukraine, où ils ont dépensé aujourd'hui jusqu'à leur dernière cartouche. Est-ce que tu sais que leur champion, leur génocidaire, Zelensky, le seul type qui est capable de commettre un génocide contre ses propres populations parce qu'il est cornaqué par des nazis? Alors, est-ce que tu sais que Zelensky a fermé des églises chrétiennes, orthodoxes, mais chrétiennes? Il a fermé, il a détruit, juste parce qu'il semblerait qu'elles répondent de Moscou. Est-ce que les États-Unis ont réagi? Est-ce que Biden a dit quelque chose avant l'arrivée de Trump? Non, ils étaient d'accord. La Syrie, les Assad, qu'on dise tout ce qu'on veut dire, mais ils ont protégé les minorités chrétiennes. On a chassé les Assad, on a amené qui? Un terroriste musulman dont eux-mêmes avaient mis la tête à prix. Tu es sûr qu'ils pensent beaucoup aux chrétiens quand ils font des choses, ils posent des actes comme ça? En Libye, mais il y avait des chrétiens au temps de Kadhafi. Il n'y a jamais eu de problème avec quelqu'un. Il y avait tout le monde en Libye, tout le monde était heureux en Libye. Les noirs, les jaunes, les blancs, les choses. Mais aujourd'hui en Libye, même si tu es musulman, à partir du moment où tu es noir, tu arrives, on te prend, on te vend comme une chèvre. Les États-Unis ne voient pas ça. Donc partout où ils ont fait la guerre pour le pétrole. Ils veulent s'approprier le pétrole du Venezuela. Ils s'aperçoivent que l'affaire est compliquée. Maintenant, il semble qu'il est en train de faire des contre-propositions aux Vénézuéliens et aux Chinois. Bon, et il voit qu'il y a le pétrole dans le delta du Niger.
comme Tinubu, c'est leur homme, ils le tiennent. Ils connaissent tous les secrets de Tinubu. Tinubu était chez eux en Amérique. Je ne vais pas dire ici des choses pour qu'on dise que je diffame quelqu'un, mais le parcours de Tinubu, les gens le savent. Pourquoi Tinubu tremblote devant Macron? Pourquoi il est obligé d'aller... On sait qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il est obligé d'aller danser? Maintenant, cette argumentation de Trump balayée du revers de la main, interrogeons-nous sur l'utilité des frappes. Ce qui a été fait là, ça résout quel problème? Quel est l'impact du dialogue? Non, ça ne résout... Didier, pardon. Ça va exacerber les haines entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est inévitable. Ça va exacerber les haines. Et les Américains n'enverront jamais les troupes sur place pour défendre les chrétiens. Et les musulmans, les djihadistes, je ne parle pas des musulmans globalement, je parle des djihadistes. Les djihadistes, ils vont continuer leurs attentats. Mais aujourd'hui même, il y a eu un attentat, non, à Zamfara, dans l'état de Zamfara ou quelque chose. Mais ça ne va pas mettre fin aux attaques là-bas. Ça ne va pas mettre fin. Non. Est-ce que ce n'est pas mieux de chercher quelque chose qui va mettre fin? Au départ, les pays du Sahel ont dit, nous, on combat le terrorisme. Et c'est contre eux que tous ces petits pays, ces pays de choses-là, esclaves-là, se sont levés. Aujourd'hui, tout donne raison aux pays du Sahel parce que on me dit depuis 3 jours, non, que les Américains font ça parce qu'ils veulent en profiter pour aller au Sahel. Mais vous plaisantez, quel Sahel? Le Sahel n'a pas de problème de terrorisme, il combat ces terroristes. Oui. Chacun n'a qu'à combattre ces terroristes. Oui, Didier. Oui. Non, disons que l'objectif recherché, encore une fois, par Donald Trump n'est pas de venir en aide aux chrétiens. Et ce n'est pas à travers ces frappes qu'un problème sera réglé dans l'espace autour du golfe de Guinée et de l'AES. Ce n'est pas comme ça. Et encore une fois, ces frappes non seulement risquent d'exacerber les tensions entre chrétiens et musulmans, comme l'a rappelé l'ambassadeur, il y a une autre phase cachée de la chose. C'est que désormais, vous allez voir que ces groupes terroristes-là vont tout simplement essayer de migrer pour rentrer au Niger. Rentrer au Niger et s'éparpiller progressivement dans l'AES. C'est ça que le Niger a compris. Et c'est ce qui justifie l'activation de l'état d'urgence générale par le gouvernement du président Tiani. Donc ils ont compris très bien qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Voilà. Et c'est pour ça que, éventuellement, effectivement, ce message, c'est-à-dire que le Niger n'a pas commenté, mais le Niger a tout simplement activé sa mesure d'urgence générale. C'est pour dire, nous avons compris ce que vous êtes en train de faire et nous sommes préparés. Nous voyons clair dans ce que vous faites et nous prenons nos dispositions. C'est comme tel qu'il faut comprendre l'attitude du Niger dans cette affaire. Bon, le terrorisme. Est-ce que vous avez vu tout l'armada qui a été déployé au Mali pendant 10 ans? Est-ce que ça a réglé le problème du terrorisme? Pourquoi les Américains n'avaient pas frappé les positions terroristes de cette façon au Mali alors qu'ils avaient la main sur le terrain? Oui, mais ils avaient la main sur le terrain, ils étaient au sol. Donc ils profitaient justement pour faire ce qu'ils ont à faire à travers donc, ce mandat qu'ils ont eu de l'OTAN. Et du moins des Nations Unies, avec la France en tête de peloton et toutes les armées otaniennes qui se sont installées à Bamako. Vous avez vu quel a été le résultat? Bien au contraire, le terrorisme s'est propagé progressivement jusqu'au Bénin. Donc leur objectif, en fait, les gens ne comprennent pas que les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que quand, d'abord, la zone est quadrillée, les journalistes indépendants n'ont pas accès à la zone. Et en plus, il y a un flou total qui a entouré l'opération.
Personne ne sait qui a fait quoi, le nombre de missiles exactement. Personne ne connaît le bilan aujourd'hui de ces attaques, de cette frappe américaine sur le Nigeria. Donc, ces arguments-là, il faut que les Africains comprennent et savent lire entre les lignes. Donc, c'est pour mettre une pression supplémentaire. Et quand il y a ces genres de frappes-là, la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la dispersion. Les gens vont essayer de rentrer. En tout état de cause, généralement, n'occupent pas de vastes espaces. Oui. C'est plutôt une guerre asymétrique. Est-ce que ces bombes à grande échelle, enfin ces bombardements, peuvent résoudre un tel problème? À vue d'œil... Tout le monde sait que les terroristes, Al-Qaïda, État islamique, tout ce que tu veux, tout le monde sait que c'est les Américains qui les ont créés. Il y a des documents, hein. Hillary Clinton, Barack Obama. Barack Obama était la plus grande erreur des Africains. Ils ont dansé un noir est président, un noir est président. Mais on l'a mis parce qu'on sait qu'il fera plus méchant que les blancs. C'est pourquoi on l'a mis. Donc, un noir est président, voilà ce qu'il a fait. Donc, les Américains, comme il a dit, ils n'ont rien contre les terroristes tant que ce n'est pas chez eux que ça frappe. Les Occidentaux, tous ceux qui étaient venus avec des militaires en camping, en tourisme dans le Sahel pendant plus de 10 ans, ils n'ont jamais tué un terroriste. Le seul fait d'armes qu'on retient des Français au Mali, c'est d'avoir tué et canardé un convoi de mariés. Alors, tu t'imagines, on dit que les terroristes ont envahi un pays et de tous ces terroristes, on a tué comme convoi de mariés. Donc, ce qu'il a dit, il a raison, c'est des partenaires d'affaires. Bon, vous les terroristes, vous effrayez ces pauvres nègres, ils seront obligés de venir à nous, demander notre secours, nous on va faire semblant de les secourir et on prend leurs richesses. Parce que nous, depuis la nuit des temps, on ne mange que gratuitement sur le dos des Noirs. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des Noirs qui sont d'accord avec cette stratégie. Et ces Noirs, ils se disent présidents, ils se disent ministres, ils se disent ceci, ils se disent même chefs religieux. Ils sont d'accord qu'on continue d'asservir le Noir pour toujours. Donc, il n'y a pas... Les Américains étaient au Niger pendant le temps du terrorisme là-bas. Ils étaient là. Et ils étaient là avec une base de drones. Oui. Aujourd'hui, on apprend que les drones sont venus du Ghana. Mais ils avaient tous les drones au Niger. Ils n'ont jamais vu un terroriste. Et en plus, ils n'intervenaient pas du tout pour combattre les terroristes qui frappaient en même temps non loin de leur camp, non loin de leur base. Bon, maintenant, un dernier chapitre avant la pause. Est-ce qu'on peut envisager une telle frappe au-delà du Nigeria, dans un autre pays, dans l'AES par exemple, dans les mois, les jours à venir? Non, d'abord au Nigeria, il y a une expérience qui a marché sous le président Goodluck Jonathan qui mérite d'être rappelé ici. C'est qu'au temps de Goodluck Jonathan, le Nigeria et le Cameroun s'étaient associés pour repousser les groupes djihadistes et terroristes. Et là, c'était du beau travail, ça a réussi correctement. Donc, ces genres d'expériences peuvent être réédités aujourd'hui. Même le Tchad et le Nigeria, à un moment donné, ont coopéré. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que la solution contre le djihadisme ou le terrorisme en Afrique réside dans le modèle AES. Nos États, s'ils veulent vraiment venir à bout de ce phénomène, c'est de s'associer. Et vous avez vu qu'au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas un plan. La CEDEAO n'a pas un plan efficace contre le terrorisme. Chaque fois que le terrorisme frappe quelque part, la CEDEAO n'y arrive pas. Mais dès qu'on s'en est pris au président Talon, vous avez vu comment la CEDEAO a réagi. Donc la CEDEAO, elle est là, ses armées sont là, soit pour aller exécuter les plans de la France. Et vous avez vu le cas du Niger. Et ce n'est pas la première fois que Tinubu s'est rendu complice. Tinubu, déjà, au lendemain du 26 juillet 2023, était prêt à mettre le Nigeria en association pour aller agresser publiquement militairement le Niger. Et il a fallu justement les religieux et les sénateurs du Nord qui se sont dressés contre lui pour qu'il file ce job-là à d'autres au sein de la CEDEAO. Et ce job, finalement, heureusement, n'a pas pu être exécuté. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que nos États
doivent comprendre qu'en réalité, pour lutter efficacement contre le terrorisme, ils ne peuvent pas aller chercher de l'aide auprès de ceux qui sont instigateurs du mal. On ne lutte pas contre un phénomène en s'associant au propriétaire ou à l'instigateur du mal. Ça ne marche pas. Ça n'a marché nulle part et ça ne peut pas prospérer. Donc il faut que les Africains et les chefs d'État prennent conscience et agissent en conséquence. Oui, ma question. Je pose la question Exactement. si on peut faire la même chose dans l'AES. Exactement. Puisqu'au Nigeria, nous sommes d'accord, qu'on soit d'accord ou non, mais nous sommes d'accord que les Américains ont bombardé sur la demande du Nigeria. Est-ce que tu connais un des 3 chefs d'État du Sahel qui va demander aux Américains de venir bombarder chez eux? Non. Donc, ma réponse, c'est que personne, aucun Américain, aucun Français n'ira bombarder le Niger, le Mali et le Burkina. Si tu y vas, tu perds tes plumes. Parce que eux aussi, ils ont des alliances et pas des moindres. Et Poutine est clair, il est très clair, trop clair. Il dit, ces gens-là, c'est moi, vous les touchez, vous m'avez touché. Tu connais quelqu'un qui veut toucher Poutine? Je ne connais pas. Parce que la raclée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, la panique qui est déclenchée au Venezuela, je ne vois personne en train d'aller provoquer Poutine dans le Sahel. Mais, les présidents du Sahel, c'est des guerriers. Un guerrier ne dort pas. Quand la dernière fois, à Bamako, où j'étais, le président Traoré a parlé de l'hiver noir, mais il parlait, je suppose, de l'ensemble des menaces qui planent sur nos têtes. Mais la bêtise de nous les Noirs, la bêtise de ce machin que vous appelez la CEDEAO, c'est de croire qu'on peut attaquer les pays du Sahel et eux, ils vont s'en sortir. Même où je suis, moi je vous dis quelque chose. Personne n'a intérêt à souhaiter qu'il y ait du désordre au Nigeria. Le Nigeria est où? Si aujourd'hui il y a le désordre au Nigeria, vous croyez que le Bénin, le Togo jusqu'au Ghana, vous croyez qu'ils sont tranquilles? Le Ghana, d'où les missiles, les drones partent là, ils croient qu'ils sont à l'abri? Moi, donne-moi 1 minute. Une fois, quand j'étais ambassadeur, le président Rollins, paix à son âme, en visite à Bonn, a reçu le corps diplomatique au temps d'Abacha. Il y avait des problèmes. Et il dit, mais si eux, ils s'intéressent aux problèmes d'Abacha et du Nigeria, c'est que le Nigeria n'est pas n'importe quel pays. Il dit, mais supposez qu'il y ait des troubles majeurs au Nigeria, qu'il y ait juste 15 ou 20 ou 30 millions de Nigérians qui quittent. Or, si le Nigeria a 30 millions quittent, on ne saura même pas que quelqu'un est parti. Alors, si 30 millions marchent sur le Bénin, sur le Togo, sur le Ghana, mais nous allons fuir. Donc, personne ne doit croire en Afrique de l'Ouest ici qu'il va semer la pagaille chez les autres et lui, il est à l'abri. Comment on peut être aussi bête et être dirigeant, et être président, ou être ministre, ou être ambassadeur? Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Les Français sont là où ils sont, mais la guerre en Ukraine, ils crient tous les jours, ah, ça nous touche. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'inspirer de ça? Une dernière question, est-ce que ces bombardements peuvent avoir un impact sur la politique intérieure et déranger finalement du pouvoir Tinubu? Non, d'abord il faut voir quelles ont été les réactions qui sont enregistrées. Il y a eu beaucoup de réactions et ces réactions sont diversement partagées. Il y a ceux qui sont pour et déjà au Nigeria, il y a des voix qui émergent, qui demandent que les produits ou le partenariat entre les États-Unis et le Nigeria soit tout simplement revu. Les gens voient désormais cette intervention comme une agression de la souveraineté du Nigeria. Et ça, nul ne peut le nier, même si Tinubu essaye de masquer à travers son ministre des Affaires étrangères pour montrer que c'est eux qui sont demandeurs, qu'ils se sont associés. Beaucoup d'observateurs au Nigeria voient ça clairement comme une agression et beaucoup de médias racontent également que le Nigeria, les forces du Nigeria n'ont pas été associées à cette opération. Donc, si réellement c'était une volonté du gouvernement du Nigeria, vous allez voir que les deux armées vont s'associer pour faire le travail. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Un autre fait, c'est l'avion nigérien qui
qui a été stoppé au Burkina Faso. Vous avez appris, comme moi également, que c'est un avion qui fait du renseignement militaire. Qui est-ce qui a intérêt à faire du renseignement militaire dans l'AES? Est-ce que c'est le Nigeria ou le gouvernement de Tinubu? Pas du tout. C'est les Occidentaux. C'est les Américains, c'est les impérialistes qui, effectivement... Donc, je pense que ce qui s'est passé au Nigeria prouve à suffisance que Tinubu est entré dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension de mercenariat et d'agression donc de notre zone. Il est entré dans une nouvelle phase de son partenariat mesquin avec les Occidentaux. Et il a été même complice jusqu'à ce qu'on agresse son propre territoire. Et ce qui est recherché ici, ce n'est pas seulement le Nigeria, c'est l'AES qui est visé ici. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis ont toujours considéré les richesses du sous-sol africain, et notamment de l'AES, comme étant leur propre réserve à eux. Ça a été manifesté à travers les comportements de plusieurs dirigeants, depuis Bush. Même les déclarations. Donc, pour eux, les réserves ou les richesses minières en Afrique, et notamment dans l'AES, c'est leur réserve à eux. Et aujourd'hui, vous avez vu que les dirigeants de l'AES ont repris main sur leurs richesses et sont en train de se mobiliser. Vous étiez à Bamako, vous avez vu l'ampleur, vous avez vu la dimension, le dynamisme qui est la nouvelle dynamique de l'espace. Donc les gens ont compris que l'AES n'est pas en train de s'amuser. Il faut la stopper. Et c'est ça, c'est cette manœuvre-là qui a commencé comme ça, sournoisement. Oui, je vais renvoyer la même question à l'ambassadeur après la pause. Parce que là, nous sommes coincés par des impératifs commerciaux. Nous sommes obligés de marquer une pause. 10 minutes, et bien, préparez-vous pour nous envoyer vos contributions à cette émission. Et ben, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Profitez également de façon succincte pour envoyer vos vœux les meilleurs à vos proches, à vos amis. A tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.